Bienvenue dans All Sort Podcast. Aujourd'hui, on plonge dans un monde vraiment fascinant, celui des stratégies animales face à leur environnement. On va explorer ça grâce aux documents de recherche qu'on a sous la main. Absolument. Comment les animaux choisissent leur maison, défendent leur territoire, c'est passionnant. Exactement. Notre objectif, c'est de décrypter un peu ces mécanismes d'adaptation, le choix de l'habitat, la dispersion, la migration, tout ça. C'est ça. Une sorte d'équilibre constant entre, disons, les coûts et les bénéfices. Et tout ça, c'est influencé par l'environnement, bien sûr, mais aussi par les hormones. On y reviendra. Alors, commençons par le logis. Les abeilles, c'est un exemple incroyable, non? Ah oui, l'essaimage. Quand une colonie devient trop grande, une partie s'en va chercher un nouveau nid. Et c'est là que ça devient fou. Des éclaireuses partent, repèrent des lieux et reviennent faire campagne, en quelque sorte. C'est ça, avec une danse spéciale qui indique la direction, la distance et même la qualité du site trouvé. La qualité? Ouais, Comment ça? ben elles ont des préférences très claires. Une cavité d'environ 30 à 60 litres idéalement, avec une ouverture plutôt vers l'est. Et elles votent ensuite? En quelque sorte, oui, c'est un processus quasi démocratique. Les éclaireuses qui ont trouvé un bon site dansent avec plus d'enthousiasme, elles recrutent d'autres abeilles qui vont vérifier, et petit à petit, un consensus se forme. Dingue. Et les sources mentionnent un truc surprenant sur la distance. Ah oui, si elles ont le choix entre deux sites identiques, mais un proche et un lointain, eh bien souvent, elles choisissent le plus éloigné. Mais pourquoi? Ça demande plus d'énergie, non? Oui, sur le coup, oui, mais on pense que c'est pour limiter la compétition future avec la colonie d'origine. Une vision à plus long terme, en fait. Une sorte de... Sagesse collective. Impressionnant. Mais c'est pas toujours aussi collectif ce choix. Le puceron du peuplier, par exemple. Ah, là, c'est différent. La femelle fondatrice, elle, choisit une feuille, une seule. Et elle doit pas se tromper, Pourquoi c'est si crucial? parce que toute sa descendance va dépendre de cette feuille. Elle y forme une gale, une petite excroissance qui sert d'abri et de garde-manger. La position de la gale sur la feuille, la taille de la feuille, tout ça a un impact direct sur le nombre de petits qu'elle pourra avoir. L'erreur est fatale, quoi. Exactement. Une fois qu'on est installé, faut parfois défendre son bout de terrain, c'est la territorialité. Pourquoi se donner tout ce mal? Pour l'accès exclusif aux ressources, principalement. Le poisson chirurgien, lui, il défend son petit lopin d'algues sur le corail. Le colibri, c'est pour les nectars des fleurs. Et parfois, c'est pour les partenaires. J'ai lu ça sur la gélinote des armoises. Ah, oui, le lek. C'est une sorte d'arène où les mâles paradent. Et là, c'est clair. Une petite minorité de mâles, les plus forts, qui défendent les meilleures places au centre, assurent la grande majorité des accouplements. Genre 10% des mâles pour 90% des fécondations. Ça vaut le coup de se battre alors, hein? Et ça peut même avoir des effets à long terme. J'ai vu ça chez la paruline flamboyante. Oui, les mâles qui défendent les meilleurs territoires d'hivernage, dans les mangroves par exemple, ils gardent mieux leur poids, ils repartent plutôt en migration au printemps. Et ils chopent les meilleurs sites pour nicher ensuite. C'est un investissement qui paye. Tout à fait. Et pour défendre, il y a plein de méthodes. Visuelles, comme la tache rouge sur la poitrine du rouge-gorge. Ah oui, très visible. Acoustiques, bien sûr. Les chants d'oiseaux, les cris des singes hurleurs qu'on entend à des kilomètres. Et puis, olfactives. Surtout chez les mammifères, avec les marquages d'urine, de glandes, etc. Mais ça doit coûter une énergie folle. Le poisson chirurgien, là vous disiez, près de 1900 attaques par jour? Oui, c'est énorme. 1900 fois où il doit chasser un intrus. C'est une dépense énergétique considérable. Et puis, il y a les risques de blessures, évidemment. Voire une durée de vie plus courte, comme chez certaines libellules mâles territoriales. Exact. C'est toujours un calcul coût-bénéfice. Le colibri, encore lui, est un bon exemple de cette flexibilité. Comment ça? Il adapte sa stratégie. Si les fleurs sont très riches en nectar et qu'il n'y a pas trop de concurrents, ça vaut le coup de défendre un territoire. Mais si le nectar est rare ou s'il y a trop d'autres colibris, l'énergie dépensée pour défendre devient supérieure à ce qu'ils y gagnent. Et donc il abandonne. Oui, il adapte une autre stratégie, peut-être suivre un circuit de fleurs sans défendre de zone précise. C'est ce qu'on appelle une stratégie conditionnelle. Ça dépend des conditions du moment. Malin. Et quand il y a bagarre, qui gagne? Le plus gros, le plus fort. Souvent, c'est l'occupant du territoire, le résident, qui a l'avantage.
Chez un papillon, le tyrcis, on pense que c'est lié à la température. Celui qui occupe un rayon de soleil est plus chaud, donc plus réactif, plus rapide. Ah, intéressant. Pas forcément la force brute. Non, parfois ce sont les réserves d'énergie. Chez une demoiselle, l'agrillon, ce sont les mâles qui ont le plus de réserves de graisse, qui gagnent les combats, peu importe leur taille. Ils tiennent plus longtemps. Et j'ai lu aussi que plus un nouveau venu reste longtemps, plus c'est dur pour l'ancien proprio de le déloger. Oui, c'est l'idée d'asymétrie de la valeur. Pour celui qui est là depuis longtemps, le territoire a plus de valeur perçue. Il le connaît mieux, il y a investi du temps. Donc il va se battre plus fort pour le garder ou le récupérer. Comme on l'a vu chez une guêpe, la guêpe tarentule. Bon, mais parfois, rester n'est pas la meilleure option. Il faut partir. C'est la dispersion, ça. C'est ça. Quitter son lieu de naissance, c'est risqué, bien sûr. On est plus vulnérable aux prédateurs, on dépense de l'énergie pour trouver un nouvel endroit. Et c'est nécessaire, j'imagine, pour éviter la consanguinité, la compétition avec les frères et sœurs. Exactement. Et on voit souvent des différences entre les sexes. Chez les écureuils de Belding ou les tamias rayés, ce sont souvent les jeunes mâles qui partent plus loin que les jeunes femelles. Ah oui, le tamia rayé. L'étude dans les documents était super intéressante là-dessus. L'impact des bonnes années à graines. Oui, les années de mast, ces années où les hêtres, par exemple, produisent énormément de graines, les faines, ça change tout. Comment ça? Ça influence la reproduction, plus de nourriture, donc plus de jeunes, ça augmente la densité de population, et du coup ça affecte aussi les distances de dispersion des jeunes, et même la structure génétique locale, parce que les femelles qui dispersent moins restent souvent proches de leur parenté. Fascinant de voir comment une fluctuation de ressources peut avoir des effets en cascade comme ça. Et puis, il y a l'autre grand mouvement, la migration. Ah oui, les grands voyages saisonniers, des déplacements sur de très longues distances. Comme la paruline qui traverse l'océan. Mais pourquoi prendre de tels risques? Le bénéfice principal, c'est souvent de suivre l'abondance de nourriture ou de meilleures conditions climatiques. Aller vers le nord au printemps, pour profiter de l'explosion d'insectes par exemple. Ou échapper à l'hiver rigoureux, Malgré les dangers? l'épuisement, les prédateurs, les obstacles. Oui, les coûts sont énormes. Et derrière toutes ces décisions défendre, partir, migrer, choisir un partenaire, il y a un chef d'orchestre discret mais essentiel. Les hormones. Exactement. Les documents le soulignent bien. La testostérone, qui influence l'agressivité territoriale, l'ocytocine ou la prolactine pour les soins aux jeunes chez les manchots, ces hormones répondent aux signaux de l'environnement, comme la durée du jour qui change avec les saisons, et elles déclenchent les comportements appropriés. C'est vraiment un tableau complexe et magnifique. Ce choix d'habitat hyper précis, cette défense calculée, la dispersion, les migrations incroyables, c'est toujours une balance entre risque et bénéfice. Oui, un équilibre façonné par l'environnement extérieur et modulé par la chimie intérieure de l'animal. Et ça nous amène, je crois, à une question un peu vertigineuse pour conclure. Oui, cette flexibilité comportementale qu'on observe, cette capacité d'adaptation. Face aux changements environnementaux actuels qui sont si rapides, jusqu'où cette flexibilité pourra-t-elle aller? Est-ce qu'il y a des limites à cette adaptation? C'est la grande question en effet, une interrogation cruciale pour l'avenir de beaucoup d'espèces. Une réflexion qui nous laisse songeurs. Si cette exploration du comportement animal vous a passionné, eh bien, montrez-le nous. Un petit j'aime, un partage, ça nous aide beaucoup. Et surtout, abonnez-vous à All Source Podcast sur YouTube pour ne rien rater de nos prochaines discussions. Chaque épisode est une nouvelle fenêtre ouverte sur la connaissance. Exactement. Et pour continuer la conversation, retrouvez-nous sur X, Instagram et Threads. All Sorts Podcast, c'est là où la curiosité nous mène. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui.